Au Japon, le sexe il est partout, dans des rues éclairées par des néons, dans des vitrines, dans des affiches, ou même dans des quartiers entiers ou des bâtiments immenses remplis d'affiches et d'images suggestives, et surtout des boutiques spécialisées à chaque coin de rue. Et surtout, des services très particuliers, dont certains sont très surprenants. Et pourtant, derrière cette omniprésence qui est presque écrasante au Japon, il y a une réalité bien plus complexe. Les Japonais font de moins en moins l'amour. Ouais, ça paraît complètement contradictoire. D'un côté, on a une société qui vous surcharge d'informations sexuelles et de désirs en permanence avec tout ce qu'ils peuvent trouver pour le faire. Et de l'autre, une société où les couples mariés ont un taux de relations sexuelles extrêmement bas et donc, par conséquent, ça affecte aussi la natalité. Donc comment un pays qui est autant saturé de sexualité et de désir en permanence peut en être autant détaché? Parce que derrière les clichés, derrière les fantasmes et derrière les images en tout genre, se cache une réalité bien plus complexe, faite d'histoires et surtout de règles invisibles. Donc aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'histoire du sexe au Japon. Vous êtes prêts? C'est parti! Quand on arrive au Japon, il y a quelque chose qui finit toujours par sauter aux yeux. Le désir, il est partout. Il est même pas caché ni dissimulé, mais il est bien exposé, il est intégré, presque normalisé. Et dans certains quartiers, cette impression devient impossible à ignorer. À Tokyo, il suffit de se perdre un peu dans Kabukicho pour comprendre. Les néons envahissent l'espace, les panneaux lumineux se superposent, et au milieu de cette agitation permanente, une multitude d'établissements affichent clairement leurs fonctions. Les clubs à hôtesses, les bars à thème, les services pour adultes, tout coexiste dans un même espace sans réelle rupture. Et c'est banal ici. Parce que là où en France ou dans beaucoup d'autres pays, ce genre d'endroit est un peu plus caché, ici c'est littéralement au cœur de la ville et tu peux voir des salaryman en costume y entrer comme s'ils allaient simplement boire un verre après le travail. Cette normalisation, elle dépasse largement les quartiers nocturnes, elle s'infiltre dans le quotidien, dans les combini ouverts 24 heures sur 24, dans certaines librairies, dans des magazines ou des mangas, parfois séparés, parfois non, mais quoi qu'il arrive, toujours présent. Même dans la publicité, au final, les sous-entendus sexuels sont souvent assez poussés. C'est pas toujours de façon hyper explicite, mais ça l'est suffisamment pour entretenir une atmosphère constante de désir. Et il y a un petit truc qui se passe à force d'en avoir tout le temps, c'est que le regard s'habitue. En fait, on se met à s'habituer au fait de voir en permanence des sous-entendus sexuels dans la rue, dans les magasins, dans les magazines, partout en fait. Et justement, il y a un biais cognitif qui peut être lié à ça, c'est qu'on va se dire que le Japon, du fait de ça, c'est une société qui est hyper libérée sexuellement. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas, c'est même plutôt l'inverse. Dans la rue, le fantasme, il est accepté, il est affiché, parfois même encouragé. Mais dans le cadre personnel, dans le couple, dans la famille, le sujet devient beaucoup plus discret, beaucoup plus encadré, parfois même totalement tabou. C'est comme si le désir avait été sorti de l'intimité pour être transformé en un produit, un service, en une expérience à consommer en dehors du foyer. Et du coup, ça crée un décalage quand même assez fou, où d'un côté, t'as une société qui te bombarde littéralement la tête d'images et de références sexuelles en permanence, et de l'autre, une société où, individuellement parlant, les gens sont détachés du sexe de façon très naturelle. C'est comme si ces deux réalités, en fait, elles avaient rien à voir entre elles, et ce décalage, il est pas récent, il est pas sorti de nulle part, non, il est enraciné dans le Japon depuis très longtemps, parce qu'il date d'une époque qui date d'il y a plusieurs siècles. Parce que non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Japon, il n'a pas décidé d'exposer le désir de manière aussi poussée maintenant. C'est quelque chose qui est enraciné depuis une certaine époque. Cette époque, c'est celle de l'époque Edo, dont on parle dans presque toutes les vidéos de cette chaîne. Une époque qui est marquée par une stabilité politique relative, un isolement du pays, mais surtout par le développement d'une culture urbaine extrêmement riche. Dans les grandes villes comme Edo, de nouvelles classes sociales vont émerger, les marchands, les artisans, les citadins, et avec eux, une culture du divertissement et du plaisir, et surtout du désir. Et c'est dans ce contexte-là que vont apparaître des lieux très particuliers, des quartiers entièrement dédiés au divertissement, au spectacle et à la sexualité. Le plus célèbre d'entre eux, Yoshiwara, qui vous remarquerez a des faux airs de Kabukicho. Yoshiwara n'est pas un endroit forcément caché ni marginal, au contraire c'est un espace vraiment réglementé, organisé, presque institutionnalisé. C'est un lieu où on vient chercher du plaisir, certes, mais aussi une forme d'expérience sociale et culturelle. Les courtisanes les plus célèbres sont pas seulement des travailleuses du sexe, ce sont des figures culturelles, elles incarnent une certaine idée du désir et de l'esthétique. Le sexe ici c'est pas seulement physique. C'est intégré dans un ensemble bien plus large de rituels et de représentations. Et ça, c'est vraiment important à comprendre parce que ça casse complètement l'idée que le Japon, c'est un pays coincé, un pays plein de tabous autour du sexe.
Non, au contraire, ça a toujours été dans une longue tradition d'exposition du désir de façon sociétale. Mais c'était juste encadré. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a évolué avec son temps, et surtout, ça s'est pas limité que au quartier de plaisir, ça s'est aussi présenté sous l'art, sous les formes d'art différentes, comme les shunga. Ces estampes érotiques, elles sont produites et diffusées pendant l'époque Edo, elles représentent des scènes sexuelles vraiment explicites, sans détour, sans censure au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est des couples, des amants, des situations parfois réalistes, parfois fantasmées. Et là encore, il s'agit pas simplement de provocation. Les shungas sont intégrés à la culture. Ils circulent, ils sont parfois même offerts pendant des mariages, ils peuvent même être perçus comme éducatifs ou protecteurs selon certaines croyances. Et quand on comprend ça, on comprend que le Japon n'a pas découvert la sexualisation avec la modernité, mais que ça a toujours été là. Mais juste, ça a toujours été encadré. Et en fait, c'est à la fin du 19e siècle que les choses vont beaucoup changer parce qu'il va y avoir la révolution Meiji. Et avec l'arrivée de l'Occident, les influences de l'Occident, le Japon va changer, va se restructurer un petit peu, et surtout, ils vont adopter des normes morales un peu plus strictes. Le rapport au sexe change beaucoup, il devient un peu plus discret, un peu plus tabou, voire même totalement tabou dans les sphères publiques et dans les sphères sociales. C'est vraiment quelque chose qui doit être cantonné au privé et qui ne doit pas sortir et s'ébruiter. Donc en fait, ça fait pas disparaître le désir public, ça le fait juste coexister avec des normes et des règles un peu plus strictes et un peu plus contrôlées. Mais c'est ça qui va donner le Japon moderne comme on le connaît aujourd'hui, avec sa surexposition sexuelle en permanence, mais en même temps, son côté tabou d'en parler, malgré qu'on le voit partout. En fait, ça a vraiment créé une cassure entre l'intimité et le désir. C'est devenu quelque chose qui s'est industrialisé, quelque chose qui s'achète, et sous des formes des fois très surprenantes. À Tokyo, certains sont vraiment de véritables immeubles dédiés à la consommation du désir. Le plus emblématique d'entre eux, ça reste bien évidemment M's Pop Life Department Store. Sur plusieurs étages, chaque niveau propose une catégorie différente, des accessoires, des vidéos, des costumes, des gadgets en tout genre. L'organisation, elle est presque méthodique, et l'ambiance dedans, elle est banale, comme dans un magasin des plus normales qui soient. Mais derrière cette banalité apparente se cache en fait une réalité bien plus complexe. Une réalité où si on s'enfonce dedans, on va pouvoir découvrir des choses extrêmement étonnantes. Et surtout, si on n'a pas le contexte culturel, si on n'a pas la bonne façon de le voir, même si je pense pas qu'il y en ait 50, ça peut être très déroutant. Parce que certains produits vont jouer sur des fantasmes très codifiés et très précis, et quelquefois, il y a des représentations un peu problématiques qui vont apparaître. Comme par exemple, dans certains sex shops à Tokyo ou même dans le Japon en général, où vous pouvez trouver des poupées à taille et apparence enfantine. Et là, vous en faites pas, même au Japon, ça crée des débats. C'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose de courant. C'est quelque chose qui est quand même relativement mal vu par la plupart des gens. Mais c'est présent, c'est proposé. Et là, faut pas tomber dans le cliché en se disant « Ouais, ils proposent ça au Japon, tous les Japonais sont comme ça ». Non, c'est pas le cas. C'est vraiment infime le pourcentage de personnes qui vont utiliser ces produits et aller les acheter. Mais c'est là. Et le fait d'en croiser quand vous vous baladez, surtout pour faire des recherches pour une vidéo, c'est très perturbant. Et au-delà des objets, c'est toute une industrie qui alimente l'imaginaire collectif, que ce soit japonais ou même mondial. Et cette industrie, elle est extrêmement influente. C'est la Japan Adult Video Industry. Le Japon, c'est l'un des plus grands producteurs de contenu pour adultes au monde. Chaque année, des milliers de vidéos sont produites, diffusées, consommées, avec des codes très spécifiques, des scénarios et des représentations du désir qui ne correspondent pas toujours à la réalité des relations humaines par contre. Et tout ça, ça ne s'arrête pas aux objets ou aux images, ça s'étend aussi aux services. Toute une industrie qui s'est fondée là-dessus, qui est parfois légale, parfois sur la limite, et parfois totalement illégale. Tout un système complexe régi par ces lois très spécifiques, et surtout contourné de manière ingénieuse. Parce qu'au Japon, la prostitution, elle est totalement illégale. Depuis 1956, la vente de prestations sexuelles est jugée comme interdite. Sauf qu'il faut voir le détail. Qu'est-ce qu'est la prostitution au Japon ? D'un point de vue officiel, la définition de la prostitution, c'est le fait de vendre des services sexuels. Qu'est-ce qu'un service sexuel maintenant ? C'est le fait de pénétration entre organes génitaux. Autrement dit, tout ce qui n'est pas ça est légalement ok. C'est dans une zone un peu floue, mais c'est pas interdit. Juridiquement parlant, c'est ok. Et du coup, il y a toute une industrie qui s'est fondée autour de ça. Toute une industrie qui s'amuse à serpenter sur la ligne, qui s'amuse à contourner cette règle
et surtout à quand même vendre des services sexuels, mais sans jamais franchir la limite. Parce que la limite, il y a un petit détail que je ne vous ai pas donné, c'est que oui, c'est la pénétration entre organes génitaux, mais surtout sous paiement et sans sentiment. Et cette toute petite particularité, cette petite subtilité, c'est sur ça qu'ils vont jouer. Parce qu'au fil des années, cette petite faille juridique du sentiment va donner lieu et naissance à un nombre d'organisations, d'organismes et de services, même d'entreprises totalement acceptées, qui vont jouer et vendre des prestations sexuelles sans pour autant contourner la loi. Parmi les plus connus, il y a les Soapland. À première vue, c'est juste des bains, des lieux où le client vient pour se faire laver, masser et détendre. Tout est présenté comme un service de bien-être, mais en réalité, l'expérience, elle va bien plus loin que ça. Le client et l'employé passent du temps ensemble, la relation se construit, l'atmosphère se transforme. Et ce qui se passe après, en fait, ça se repose sur une forme d'accord implicite. Une relation qui est née et qui ne relève plus du tout du cadre commercial. La partie sans sentiment a sauté. Parce que maintenant, une relation de confiance, une relation presque d'amour qui s'est créée. Et les Soapland, c'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Il y a des choses bien plus complexes et surtout bien plus limites d'un point de vue de la loi qui existent. Par exemple, il y a les Delivery Health. Autrement dit, un service de massage qui vous est envoyé directement chez vous ou à un hôtel. À savoir que sur les sites de ces services de massage, les premières propositions de prestations, c'est pas des massages. C'est très clair ce qui va se passer. Donc en fait, chaque type de demande, chaque type de besoin de répondre à un désir est présenté sous une forme ou une autre. Vous pouvez tout trouver et ce sera tout dans un cadre pseudo-légal, une sorte de zone de flou juridique. Et ce qui est impressionnant, c'est que justement, c'est organisé, c'est ouvert. Ils payent leurs impôts, ils déclarent leurs taxes, ils font tout correctement d'après la loi, mais pourtant, c'est pas du tout correct d'après la loi. C'est vraiment une manière de contourner qui est juste excellente. On peut leur dire bravo parce qu'ils se faufilent. Et là où ça devient ironique, c'est qu'à Tokyo, par exemple, il y a un Soapland qui est juste à un passage piéton d'un commissariat. On en est là. Le foutage de gueule est ultime. Mais dans ce système, il y a un autre type de lieu qui joue un rôle quand même assez important. Les love hotels, des hôtels conçus spécifiquement pour offrir un espace d'intimité temporaire, que ce soit à l'heure ou à la nuit, avec des entrées discrètes, des paiements anonymes et une multitude de thèmes et d'ambiances proposés. Ces établissements, ils sont pas forcément liés directement à l'industrie du sexe. Des couples peuvent les utiliser, des personnes mariées, des amants, des inconnus, peu importe. Tout ce qui compte, c'est la fonction. Et ça aussi, ça veut dire beaucoup, ça veut dire que le désir, au Japon, est externe au foyer, dans le sens où la vie intime et la vie personnelle sont deux choses séparées. Et donc ça crée ce paroxysme assez ahurissant, où officiellement la prostitution c'est totalement interdit, officieusement il y en a pour tous les goûts, vous avez plus de choix que sur un menu de buffet à volonté. Mais si le désir il peut être aussi facilement trouvable et consommé à l'extérieur du mariage, dans des lieux vraiment spécifiques pour ça, qu'est-ce qui reste à l'intérieur du couple? Qu'est-ce qui reste à l'intimité au sein d'un mariage? Et en fait, il faut regarder ce qui se passe avec la consommation de ce désir, parce que c'est vraiment ça, de la consommation pure et dure. Il n'y a plus aucune notion d'intimité ou de proximité. Depuis plusieurs années, des études s'accumulent et montrent une tendance claire. Les Japonais ont de moins en moins de relations sexuelles. Et ce phénomène, il a même un nom. On parle de sexless society, ou couple sexless, pour désigner des relations où l'activité sexuelle est inexistante ou extrêmement rare. Certaines enquêtes indiquent qu'une part importante des couples mariés n'ont plus de relations depuis des mois, voire des années. Et ce chiffre, il augmente encore après l'arrivée d'un enfant. Le fait de devenir parent marque souvent une rupture nette dans la vie intime d'un couple au Japon. Et ça, c'est un truc qui surprend énormément, parce qu'on pourrait se dire que dans une société où le sexe est absolument partout, les gens le font plus, alors qu'en fait, c'est un peu l'effet inverse qui s'est produit. Et ça, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce phénomène. Le travail d'abord. Les horaires sont longs, la pression elle est forte et l'énergie mentale comme physique est souvent épuisée en fin de journée. Et dans ces conditions, la vie intime passe au second plan. Et c'est pas tout. Il y a aussi une évolution des mentalités. Une partie de la population
notamment chez les jeunes, se détournent progressivement des relations amoureuses traditionnelles. On voit apparaître des profils qui ne recherchent même plus à se mettre en couple, ils recherchent même plus de sexualité. Un phénomène souvent associé à ce qu'on appelle les herbivore men. Des hommes, mais pas uniquement, il y a aussi des femmes qui choisissent de se concentrer sur eux-mêmes, leur travail et leurs loisirs. Et dans ce contexte, le désir, il disparaît pas totalement ni forcément, mais en fait il se déplace dans des lieux prévus à cet effet, des lieux de service où beaucoup vont consommer leur désir comme un produit. C'est des formes de sexualité sans réel engagement, sans réelle contrainte non plus, mais surtout sans aucune intimité et aucune relation réelle. Et cette transformation, elle a des conséquences, que ce soit sur les relations, sur les individus ou même sur la société en général. Et parmi ces conséquences, il y en a une qui révèle encore un peu plus les différences culturelles entre les pays, c'est celle de la tromperie, parce que d'un point de vue concret, la tromperie n'est pas vue pareil par tout le monde. On a déjà tous entendu cette phrase hyper bof du « sucer, c'est pas tromper ». Dans certaines relations, c'est le cas, c'est pas tromper. Et au Japon, le rapport à la tromperie, il est très différent. どこからが浮気だと思いますか？バレちゃったらバレちゃったら、じゃあバレなかったら何してもいい。まあバレなかった。 Alors attention, ça veut pas dire qu'au Japon, on trompe à tout va et tout le monde fait ce qu'il veut et c'est parti, go go go. Non, loin de là. C'est juste que la notion de tromperie est vue différemment. Ce qui est fait sans sentiment peut ne pas être considéré comme de la tromperie, mais plus comme littéralement être allé faire un massage. C'est peut-être aussi pour ça que le massage est souvent utilisé pour parler de ça au Japon. Donc oui, dans les faits, la tromperie existe au Japon, c'est comme partout, sauf que dans les faits réels, c'est juste vu différemment. Par contre, ce qui est vu dans le privé ou dans le public, ça c'est encore toute une autre histoire. Dans le privé, vous faites un peu ce que vous voulez pour certains couples, tant que l'autre ne le sait pas, ou plutôt c'est pas exposé concrètement. Par contre, dans le public, si vous êtes une personne connue, là c'est pas le même traitement. On a déjà tous vu les fameuses excuses japonaises, mais croyez-moi, quand il s'agit de tromperie, c'est exceptionnel. Et là, tout ça, toutes ces excuses quand ça devient public, c'est du fait d'une seule chose très japonaise, la pression sociale. Dans la sphère publique, l'infidélité peut devenir un véritable scandale. Les personnalités publiques, que ce soit des acteurs, des présentateurs, des politiciens, peuvent voir leur carrière brutalement affectée si une relation extra-conjugale est révélée. Des excuses publiques, des conférences de presse, des retraits temporaires de la scène, la réaction elle est souvent très rapide et surtout très visible. Parce que ce qui est en jeu, c'est pas seulement une relation personnelle, c'est l'image, la réputation et le regard des autres. Comme si le problème, en fait, c'était pas l'acte, mais c'était le fait qu'il soit exposé. Et cette manière de gérer la tromperie, elle s'inscrit parfaitement dans ce qu'on voit depuis le début de la vidéo. Une manière de gérer le public, tout ce qui est visible, qui s'inscrit dans des règles vraiment très précises, et une manière de gérer tout ce qui est le privé, qui est caché, qui ne se voit pas. Et jusqu'ici, on a parlé de désir, de consommation, des services qui étaient liés à tout ça, des relations, mais tout ça, ça a un impact. Le premier, le plus évident, c'est la chute de la natalité. Le Japon fait partie des pays où le taux de naissance est l'un des plus bas du monde. Moins de couples, moins de relations, moins d'enfants. Logique. Et surtout une population qui vieillit de plus en plus rapidement. Ce phénomène, il inquiète depuis des années les autorités japonaises, au point d'être devenu un véritable enjeu national. Et réduire tout ça à une simple notion de chiffres et de statistiques, ce serait un peu trop simple, parce que derrière toute cette baisse de natalité, il y a en réalité plein de gens, plein de Japonais qui vivent leurs relations différemment d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Une façon de consommer le désir et les relations qui a beaucoup évolué. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'en fait, on ne parle pas juste d'une société qui fait moins d'enfants, on parle vraiment d'une société où les gens voient le couple, l'amour et même la solitude de façon totalement différente. La solitude, justement, c'est un autre élément central. Une partie croissante de la population vit seule, parfois par choix, mais souvent par manque d'opportunités. Le travail prend une place immense, les relations demandent du temps, de l'énergie, de l'investissement, et tout le monde n'est pas prêt ou capable de suivre ce rythme. Et là, les hikikomori apparaissent. Des individus qui vivent coupés du monde, sans interaction sociale réelle. Alors attention, tous les Japonais ne sont pas concernés par ce phénomène, mais ça indique une tendance plus large, une difficulté croissante à créer des liens et entretenir des relations. Et face à ça, il y a des solutions qui émergent, des solutions pour répondre à un besoin sans pour autant avoir à créer de lien avec un autre être humain. Parce que oui, quand les relations humaines deviennent beaucoup trop complexes, trop coûteuses, trop incertaines, la technologie vient offrir une autre voie, une autre solution. On voit apparaître des expériences de plus en plus immersives, la réalité virtuelle par exemple,
permet de simuler des interactions, de créer des scénarios, de vivre des situations sans quitter son espace personnel et sans voir personne. Pour certains, ces interactions virtuelles deviennent totalement suffisantes parce qu'ils ont plus de contrôle. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'imprévu. C'est eux qui façonnent tout de A à Z et ça leur permet vraiment de se sentir mieux. Bon, c'est bien évidemment un tout petit pourcentage de la population, il n'y a pas tout le monde qui se met à ça, mais ça reste quand même quelque chose qui existe. Donc en tout cas, le sexe au Japon, c'est complexe, c'est complet, parce que comme je vous ai dit, le menu lui fait à volonté, c'est quelque chose de très prenant et très intéressant à étudier, d'un point de vue que ce soit sociétal ou même juste, si on observe un peu, on se rend compte de pas mal de choses. Ça dépend des quartiers dans lesquels vous passez à Tokyo. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, vous aurez appris des choses. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le like, l'abonnement et activer la cloche. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.